Yes. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, on va faire un petit point sur la formation de l'analyste, qui est une question essentielle et qui a fait beaucoup de débats depuis l'époque de Freud. Donc, il faut bien se rendre compte qu'au tout début de l'histoire de la psychanalyse, la formation était réduite à des choses assez simples. Donc, la majorité des élèves de Freud à l'époque étaient des médecins. Freud était essentiellement entouré de médecins et la formation se réduisait, si vous voulez, à faire une analyse avec Freud. La plupart du temps, il était question de 6 mois d'analyse. Je crois que c'était assez court, sachant que à l'époque de Freud, on faisait une séance par jour, du lundi au vendredi. Donc, sur l'espace de 6 mois, vous faites le calcul et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on tombe aussi sur nos pieds. Quoi qu'il en soit, au tout début de l'histoire de la psychanalyse, tout est concentré sur l'analyse personnelle, uniquement l'analyse personnelle. Ça marche comme ça jusqu'en 1910, juste après la première scission, juste après parce que je rappelle que Freud a dissous la première société psychanalytique, c'était la Société psychologique du mercredi, qui a été dissoute pour plusieurs problèmes à l'époque, des problèmes d'ego notamment, des problèmes entre les disciples de Freud. Et Freud va donc créer, avec d'autres, va créer en 1910 l'Association internationale de psychanalyse, qui va avoir bien sûr toute son importance. Et à cette époque-là, donc Freud va se tourner vers Jung. Je rappelle que Jung est le premier président de cette association internationale de psychanalyse. Et donc, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que Freud demande à Jung d'imaginer une formation, d'imaginer quelque chose donc d'un peu plus structuré. Et c'est là que Jung va proposer ce fameux triptyque, j'appelle ça le triptyque de la psychanalyse, la fameuse triade de la psychanalyse, qui est analyse personnelle, analyse didactique et analyse de contrôle ou supervision. Donc, pour devenir analyste, 3 étapes, ce que vous retrouvez grosso modo au niveau de notre page formation sur le site de l'APE. Clairement, on a repris ce triptyque. On l'a un petit peu modifié. Je vais revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc à cette époque-là, Jung va structurer la formation et petit à petit, donc, on va être amené à créer aussi des instituts de formation. Le premier institut de formation qui va être créé, c'est celui de l'Institut de Berlin. C'est celui de l'Institut de Berlin qui aura effectivement un grand succès, où sera formé de nombreux analystes, notamment Mélanie Klein. Et puis ensuite viendra d'autres centres de formation à Zurich, à Londres, et puis en France. Donc en France, au tout début, donc il y a Marie Bonaparte qui va avoir un rôle essentiel dans l'essor de la psychanalyse en France. Et j'ai envie de dire qu'au début, les psychanalystes français se cherchent. Donc il y a quand même une dominance qui est assez forte au niveau des analystes français qui sont très très proches des analystes viennois. Donc il n'y a pas de, je dirais à cette époque-là, on est dans les années 30-40, il n'y a pas vraiment encore de psychanalyse française. Et vous doutez bien que le personnage clé dans l'histoire de la psychanalyse française, ça va être Lacan. Jacques Lacan va être véritablement le personnage clé qui va donner ses lettres de noblesse à la psychanalyse française, qui va se démarquer quelque part de la psychanalyse viennoise, de la psychanalyse anglaise ou allemande. Puisque Lacan
va imaginer une autre façon de former l'analyste. Ça passe notamment par cette fameuse passe, ce qu'il appelait la passe. En gros, c'est quoi l'idée de Lacan? C'est de supprimer l'analyse didactique. Hein, il dit que l'analyse personnelle est finalement l'analyse didactique en tant que telle. Pour autant, il faut bien comprendre que Jung avait une certaine approche de l'analyse didactique qui a été, vous comprenez bien, qui a été laissée tomber par Lacan. Jung voyait dans l'analyse didactique une manière de travailler sur le désir d'être analyste, hein, de pouvoir comprendre et passer, pouvoir explorer les résistances liées à la pratique clinique. C'était l'objectif de cette analyse didactique qui faisait le pont entre l'analyse personnelle et l'analyse de contrôle. Donc, il y avait quelque chose d'intéressant au niveau pédagogique, puisque l'idée, c'était de pouvoir effectivement faire, travailler sur ce désir-là, sur ces résistances, sur ces blocages. L'analyse didactique montre qu'effectivement, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de peur, d'appréhension, comment on va recevoir le premier patient, comment gérer la partie financière, le problème de l'argent qui revient souvent. Est-ce qu'on va arriver à boucler les fins de mois? Donc, toutes ces questions-là, elles font partie finalement intégrante de ce qu'on peut travailler en analyse didactique. C'est très intéressant. Donc, cet aspect-là, un petit peu, quelque part, a été gommé par Lacan qui a proposé une autre façon de faire. Et donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été formés dans ces instituts-là, puisque moi, j'ai côtoyé pendant un temps la Cos Rogen, qui est l'école psychanalytique la plus importante en Europe, en termes de nombre d'élèves, j'entends. Effectivement, il pratique donc cette fameuse passe, l'idée d'être adoubé finalement par son analyste. C'est ça l'idée de passe. L'idée que l'analyste est témoin, en quelque sorte, du fait que l'analysant a travaillé sur lui-même et qu'il est arrivé à un stade où on va dire que la névrose n'est plus un obstacle à son désir d'être analyste. Quelque chose dans ce goût-là. Bon, je schématise un petit peu. Pour autant, voilà, l'analyse qui est proposée à l'APE, elle est différente de ce que vous allez trouver dans les autres associations psychanalytiques, puisque j'ai proposé quelque chose que j'ai appelé l'analyse sophistique, qui vient remplacer l'analyse didactique. Donc, j'assume le fait d'être responsable de vos tourments par rapport à cette formation, puisque j'en suis le maître d'œuvre et que effectivement, tout ça, c'est en rapport bien sûr avec mon inconscient. Tout ça n'est que finalement ce qui se passe dans mon inconscient à moi et ce que j'ai imaginé pour l'APE. Puisque avant que je prenne la présidence, il n'y avait pas de formation au niveau de l'APE. Je rappelle que l'Association des psychanalystes européens, au départ, si vous voulez, c'est une sorte d'association syndicale qui milite pour la défense de la psychanalyse profane ou la psychanalyse laïque, association qui a été créée en Italie à la fin des années 90, donc qui avait pour vocation de défendre le statut de psychanalyste profane, c'est-à-dire de personnes exerçant la psychanalyse sans le titre de psychologue ou de psychiatre. Donc, en Italie, cette association a eu un rôle important, puisque je rappelle qu'en Italie, il y a une loi qui a été votée dans les années 90, qui est la loi Ossicini, et qui légifère le titre de psychanalyste. Seules les personnes ayant suivi un cursus en psychologie et en psychiatrie peuvent exercer la psychanalyse. Donc, en Italie, il y a une loi qui a empêché donc, les non-psychologues et les non-psychiatres de devenir psychanalystes. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque nous avons échappé à ce triste sort. Pour le coup, grâce aux lacaniens, grâce à la cause freudienne, l'association est montée au créneau pour défendre le titre de psychanalyste et on a échappé à ce triste sort.
puisque la loi Accoyer prévoyait aussi de légiférer sur le titre de psychanalyse. Finalement, au niveau de la loi Accoyer, il n'y a que le titre de psychothérapeute qui est, comment dire, protégé juridiquement. Donc, pour devenir psychothérapeute, il faut obligatoirement un titre de psychologue ou de psychiatre. Donc, pour le titre de psychanalyste, effectivement, il n'y a pas de ce type de protection juridique. Donc, on échappe à cette loi qui finalement révèle une méconnaissance profonde du milieu psy. Donc, en Italie, donc ça s'est passé un petit peu différemment. Donc, moi, quand je suis arrivé, donc, je crois que je suis arrivé à l'APE en 2013, il n'y avait pas à proprement parler de formation. Hein. Donc, l'idée de formation, elle s'est imposée à moi par certains analysants qui souhaitaient être formés. Et ils sont venus à moi en me disant mais comment on fait pour devenir analyste, comment on fait pour se former. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à réfléchir sur cette question et à me rendre compte que, à mon sens, il y a un vide pédagogique concernant la formation de l'analyste, en tout cas tel que moi j'ai pu le ressentir. Donc, c'est vrai que concernant ma formation, donc d'une part, il y a ce que j'ai vécu au sein des associations lacaniennes, mais d'autre part, il y a aussi le cursus que j'ai eu qui est important pour moi, c'est le cursus que j'ai eu en philosophie. J'ai étudié la philosophie à l'université de Metz et bien évidemment, ce cursus-là a une importance, notamment du fait que depuis très jeune, j'ai toujours été fasciné par la figure de Socrate. Et pour moi, Socrate représente en quelque sorte voilà, le psychanalyste tel qu'on peut le fantasmer. Donc, une sorte de sage qui vient répondre, qui vient écouter les gens qui sont en difficulté et en souffrance et qui, finalement, par son mode de questionnement, apporte une sorte de thérapeutique. Donc, j'ai toujours été très, très sensible à la philosophie grecque. Et pour moi, il s'agissait déjà à cette époque-là, pour moi, d'une praxis, si vous voulez, d'une sorte de thérapeutique de l'âme. Donc, c'est vrai que dans la manière dont j'aborde cette formation, il y a bien évidemment une sensibilité philosophique qui est vraiment qui est au cœur. Hein. Et d'ailleurs, quand je relis Freud, Jung ou Lacan, je vois bien que dans les textes fondateurs, il y a tout le temps des références à la philosophie. Constamment, vous allez trouver des références à Platon, à Spinoza, à Kant, à Kierkegaard, à Nietzsche, Schopenhauer. Donc, je pense que on ne peut pas distinguer l'histoire de la psychanalyse et l'histoire de la philosophie. Je pense qu'elles sont vraiment imbriquées l'un et l'autre, l'une et l'autre. Donc, de ce fait, mon cursus en philosophie m'a beaucoup apporté et me permet aujourd'hui de proposer une façon de travailler et de former les futurs psychanalystes que vous êtes. Ce qui m'a gêné autrefois dans mon parcours, c'est surtout le côté monodisciplinaire ou le côté monolithique, c'est-à-dire que effectivement, quand j'ai pu travailler chez les Lacaniens, c'était Freud et Lacan, le reste n'existe pas. Donc, moi, ayant un cursus en philosophie et étant curieux, m'intéressant un petit peu à tous les auteurs, je ne suis jamais vraiment… Voilà, il y a des auteurs que j'aime, mais en général, moi, je lis à peu près tous les auteurs. Donc, je ne vais pas choisir un auteur plus que d'autres parce que je n'ai pas envie d'en faire des jaloux. Je n'ai pas envie qu'il y ait de jaloux dans cette histoire, donc je les aime tous. Hein. Comme je dis souvent, je suis freudien, je suis jungien, je suis lacanien. Je suis tout ça à la fois. Hein. Je n'ai pas envie de me spécialiser plus que… Voilà, c'est aussi… J'ai cette vision-là aussi, une vision un peu plus holistique, transdisciplinaire, et c'est ce que j'ai appris en philosophie à l'université, hein, d'avoir ce côté effectivement transdisciplinaire, transversal, et de pouvoir épouser différentes conceptions idéologiques ou théoriques. Donc, ce qui m'a gêné quand j'étais chez les Lacaniens, c'est qu'effectivement, quand je voulais parler d'un auteur qui n'était pas référencé, qui ne faisait pas partie de la doxa lacanienne, ce qui se passait souvent, c'est que je me faisais jeter. Voilà, quand je voulais travailler sur Jung, effectivement, on me disait que ce n'était pas possible, que Jung n'est pas un psychanalyste, où on venait me dire clairement que Jung est un antisémite, un nazi, donc il faut le blacklister. Donc j'ai eu affaire à
à ce genre de comportement et j'ai fait plusieurs associations psychanalytiques à l'époque et j'ai retrouvé à chaque fois à peu près la même attitude, hein, une sorte de une attitude assez finalement assez inclusive, hein, une attitude où finalement on rejette tout ce qui est étranger au dogme. Voilà, moi j'ai eu cette impression de faire face à des écoles dogmatiques. Et j'ai toujours eu horreur des dogmes. Donc là, c'est pareil. Ce que j'ai imaginé dans cette formation, c'est une approche adogmatique. C'est-à-dire que vous avez cette possibilité de construire vous-même votre parcours clinique. Vous pouvez choisir les auteurs, les orientations qui vous conviennent le mieux. Donc, ce n'est pas à moi de vous imposer une doctrine, c'est à vous de choisir finalement l'axe de recherche, la pensée clinique qui concorde le mieux avec vos convictions. Donc, d'où l'importance, et j'insiste là-dessus, d'où l'importance de faire cette analyse personnelle, de la mener jusqu'au bout, afin de bien identifier et de bien comprendre quelles sont mes aspirations profondes. Quelle est mon éthique personnelle? Parce qu'il y a aussi une question d'éthique. Alors, par rapport à ce côté transdisciplinaire, donc, je vais juste vous partager un écran pour vous faire comprendre un petit peu comment aujourd'hui j'entrevois cette diversité de la psychanalyse. Donc, j'ai imaginé la chose suivante. Donc, j'utilise finalement des terminologies en tout cas, j'ai imaginé les terminologies qui me semblaient les plus simples. Donc, si on compte bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 types de psychanalyse qui correspondent donc aux différentes orientations dont je viens de vous parler. La psychanalyse oedipienne, c'est ce qui va vous paraître la plus évidente, puisque c'est celle de Freud. C'est une psychanalyse qui est centrée sur le conflit entre papa, maman et bébé. Le conflit entre les parents et les enfants, c'est le fameux complexe d'Oedipe, qu'on va retrouver chez Lacan, mais aussi chez Mélanie Klein, chez Donald Winnicott, chez François Dolto. Donc, c'est un type, une psychanalyse qui propose effectivement ou qui considère que l'origine de la névrose se situe au niveau du complexe d'Oedipe. Ensuite, la psychanalyse imaginale. Donc là, c'est en lien direct avec le travail de Jung. D'autres auteurs, notamment, je pense à James Hillman, Marie-Louise Van France, Barbara Hanna. Donc on a aussi, en gros, c'est ce qu'on a appelé l'école de Zurich. Cette psychanalyse, elle va travailler essentiellement sur la question, si vous voulez, des archétypes. On est dans le domaine des archétypes. Pour Jung, la névrose, si vous voulez, elle est issue du fait qu'on est des êtres dissociés. On est dissocié finalement de notre part imaginale, notre imagination symbolique, notre capacité à imaginer le monde. C'est la théorie de Jung, elle est beaucoup centrée là-dessus. Jung donne une importance cruciale. Alors, attendez, j'ai un petit problème. Il y a quelqu'un qui a oublié de couper le son. Et hop. La psychanalyse sociocritique. Là, donc, on va trouver en ligne, on va trouver des gens comme Otto Gross, Wilhelm Reich ou encore Erich Fromm. Donc, dans cette psychanalyse sociocritique, clairement, on définit que l'origine de la névrose, elle vient des institutions et de l'État.
là, on a une psychanalyse qui est clairement politisée. L'origine des symptômes, ça vient de la relation de l'individu avec les institutions. Ce sont les institutions qui exercent une pression inconsciente sur moi. Et donc, l'idée de cette psychanalyse sociocritique, c'est de pouvoir se détacher finalement de ce lien avec les structures politiques et sociales. Donc, on a clairement une psychanalyse qui est parfois même qualifiée de révolutionnaire, ou, vous l'avez peut-être entendu parler, le terme qui est le plus employé est le terme de freudo-marxisme. Donc là, on a un rapport direct entre Freud et Marx. Donc c'est une psychanalyse qui a eu beaucoup de succès, notamment dans les années 60, notamment vers mai 68, elle a eu beaucoup de succès en France. Alors, la psychanalyse sexo-corporelle, là, on va retrouver, grosso modo, on va trouver les théories de Wilhelm Reich, qui est l'idée que finalement, la névrose, elle rigidifie le corps. Et donc, c'est une psychanalyse qui travaille beaucoup sur le corps, sur comment opter pour une lecture du corps, comment percevoir la névrose à travers la lecture du corps. Donc, comment le corps se rigidifie, comment on en arrive à avoir des tensions, un mal de dos. Et donc, l'idée de cette psychanalyse, c'est effectivement de comprendre qu'est-ce que le corps nous dit et nous interroger aussi sur ce que Reich a appelé la fonction de l'orgasme. Reich nous dit les Occidentaux n'arrivent plus à avoir d'orgasme et ne savent pas ce que c'est qu'un orgasme. Ce qui est dommage parce que l'orgasme peut être libérateur et qu'un individu qui arrive à se faire plaisir, eh ben, il peut aussi se libérer du poids de la névrose. Donc, Reich a effectivement souligné voilà, tout le poids de cette question fondamentale qui est l'épanouissement corporel et sexuel. Donc, que dire? Donc, ensuite, concernant la psychanalyse existentielle, donc cette forme de psychanalyse, on va surtout la trouver chez un psychanalyste zurichois qui s'appelle Ludwig Binswanger. C'est un psychanalyste qui va reprendre les théories de Heidegger et de Kierkegaard sur l'idée de comment dire, des questions existentielles. Donc, c'est une psychanalyse qui, effectivement, se pose la question du sens de la vie, le problème de la mort, ce qui a après éventuellement une question de qu'est-ce que c'est que la mort et l'angoisse de mort. Donc, c'est une psychanalyse qui aborde ces questions-là, la question de métaphysique, effectivement, la question du néant, la question de la finitude, la question du temps, l'angoisse du temps, le temps qui passe, le temps qu'on ne maîtrise pas. Donc, on aborde effectivement des questions qui sont, vous l'avez compris, beaucoup plus existentielles. L'ethnopsychanalyse. Alors, cette psychanalyse nous vient d'un Français qui s'appelle Georges Devreux, qui a beaucoup travaillé, si vous voulez, sur le problème de l'être déraciné, notamment sur la problématique des Indiens aux États-Unis. Donc, ces Indiens qui se retrouvent dans des réserves et qui sont déracinés par rapport à leur propre culture et qui doivent s'adapter à une culture qui est étrangère à la leur. Donc, l'ethnopsychanalyse, c'est une psychanalyse qui, effectivement, s'intéresse, si vous voulez, aux racines culturelles, aux différentes ethnies. Alors, la psychanalyse hédoniste, alors là, je ne vous cache pas que j'ai piqué ça à Michel Onfray, qui, dans les années 90, a proposé différents ouvrages sur l'épicurisme, sur l'hédonisme, notamment ces écoles grecques qui questionnaient la manière dont l'homme pouvait accéder au plaisir, mais aussi la manière dont l'homme subissait les déplaisirs. Donc, c'est une psychanalyse qui travaille essentiellement sur la question du plaisir et du déplaisir. L'éco-psychanalyse, donc pour ceux qui ont été présents au stage le week-end dernier, donc l'éco-psychanalyse, elle, donc c'est quelque chose que je propose, c'est une réflexion personnelle, c'est interroger le lien inconscient avec la terre-mère,
avec la mère nature, avec notre nature sauvage. C'est interroger ce lien-là. Et ce que j'explique, moi, mon postulat de départ, c'est de dire que plus on est éloigné de la terre-mère et plus on est névrosé. Et plus on se rapproche d'elle, et a fortiori, moins on est névrosé. Donc, c'est le postulat que je fais. Et enfin, dernièrement, je vous propose donc la psychanalyse héroïque, qui est inspirée de Jung et de James Hillman, qui est de montrer que finalement, nous sommes tous les héros de notre propre histoire, de notre propre roman de vie. Et cette psychanalyse a la vocation à lire notre histoire comme si, en quelque sorte, on lisait un roman. Donc, c'est donner à chaque analysant la possibilité d'écrire sa propre histoire et de pouvoir la réécrire selon son désir. Et vu qu'en psychanalyse, on se raconte beaucoup, il me semble que c'est important, effectivement, de pouvoir se placer dans cette perspective héroïque. Donc, voilà pour brièvement ce qu'on peut aborder. Ensuite, je vous ai listé, alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais je vous ai listé ce que j'appelle le savoir-être de l'analyste. Je me suis vraiment, j'ai beaucoup médité sur finalement, c'est quoi le savoir-être d'un psychanalyste. Je veux dire, on se pose la question pour un plombier, c'est assez facile de comprendre ce qu'est un savoir-être pour un plombier, pour un professeur de français, pour un mécanicien. Pour un analyste, ce n'est pas forcément évident de définir ce savoir-être, mais en tout cas, je vous ai listé ce qui me semble être vraiment les fondamentaux au niveau de l'attitude du psychanalyste. L'absence de jugement, en grec, on appelle ça époqué. Donc, j'ai pensé à ça tout de suite, le fait qu'un analyste ne juge jamais un patient. Et je vous dis ça, effectivement, j'insiste là-dessus parce que j'ai croisé trop de psychanalystes qui étaient dans le jugement. C'est quelque chose qui existe. J'ai rencontré beaucoup de psy qui étaient dans le jugement de l'autre. En l'occurrence, ça semble facile de se dire oui, je vais éviter de juger l'autre. Le terrain nous montre que ça va, c'est très glissant ce terrain-là. Et on bascule vite dans le jugement, surtout quand on a un analysant qui peut effectivement être énervant, par exemple. C'est des choses qui arrivent. On peut perdre patience. Parfois, avoir trop d'empathie nous fait aussi glisser vers ce terrain-là. Donc, il y a plusieurs situations, effectivement, où on peut être en proie au jugement. Donc, pour moi, c'est une qualité essentielle de l'analyse, c'est l'absence de jugement. L'écoute flottante. Pareillement, l'écoute flottante. Alors, souvent, il y a des personnes qui me disent, moi, je sais écouter, effectivement, j'ai une écoute facile. L'écoute flottante, c'est pareillement, c'est pas quelque chose de simple, puisque ça demande à la fois d'avoir une attention et en même temps de savoir se détacher du discours de l'analysant. Donc c'est difficile, cette pratique de l'écoute flottante. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, puisqu'encore une fois, notre naturel, c'est surtout de juger l'autre, de rentrer dans ce que les Grecs appelaient la doxa, donc le règne des préjugés, etc. L'écoute flottante, c'est une écoute vraiment qui est détachée, donc qui se situe encore une fois dans l'absence de jugement. Je dois être capable d'écouter tout en étant détaché, parce que si j'écoute et que je commence comment dire, à me projeter et à vouloir me mettre à la place de l'autre et à vouloir aller jusqu'à contrôler cet autre, parce que pareillement, c'est aussi un terrain glissant à ce niveau-là. Effectivement, là, je ne me situe pas dans l'écoute flottante. Et l'écoute flottante, c'est avant tout, ce n'est pas simplement être attentif au discours de l'analysant, c'est aussi surtout être attentif à son inconscient. Il faut toujours aussi être attentif à soi-même. Ça aussi, c'est pas simple finalement d'être à la fois attentif à soi, à son inconscient, et être attentif à l'autre. Parfois, on a même l'impression d'être schizophrène. Ouais, il faut que je fasse attention à l'autre, il faut que je fasse attention à moi. Donc lire le corps et le visage jusqu'à les habiter, bon, cette idée finalement qu'on peut appeler empathie,
on n'est pas loin, hein, mais avec cette idée que le corps, il ne faut pas oublier que le corps, le visage, ça parle, ça dit des choses. Dire, redire pour mieux dire. Donc, c'est vrai que c'est dans la pratique, il ne faut jamais hésiter à dire, redire les choses, hein. On peut répéter, hein, la répétition, c'est l'inconscient, hein, nous dirait Juan David Nazio. Le silence et le dire du silence, donc la pratique du silence, pareillement, hein, c'est un outil qui est indispensable. Ce n'est pas toujours simple, hein, de maîtriser le silence, parce qu'il faut déjà être à l'aise soi-même avec le silence. Poser un cadre clinique, ça me paraît aussi essentiel, hein, de savoir poser le cadre clinique, définir un rythme des séances, définir des honoraires, définir une durée de séance. Donc, il y a tout un cadre à définir qui va être à chaque fois différent selon l'analysant. L'interprétation ouverte, pareillement, là aussi, je me pose personnellement pour vous enseigner et vous transmettre une interprétation ouverte et non une interprétation fermée, puisque dans certaines écoles, on est dans des interprétations fermées, c'est-à-dire que quand on écoute le rêve d'un analysant, on va avoir cette tendance à toujours donner une interprétation oedipienne, par exemple. Il y a des analyses qui restent dans le même type d'interprétation. L'interprétation ouverte, c'est justement pouvoir adopter une posture qui accepte différentes interprétations. Moi, je dis toujours, voilà, il ne faut pas hésiter à interpréter, à proposer différentes interprétations. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une interprétation juste. Vous avez le droit aussi de donner des interprétations qui sont parfois un peu bancales, ce n'est pas grave. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à justement s'appuyer sur différentes interprétations. Même celles qui paraissent voilà, parfois un peu difficiles à intégrer. La non-directivité, c'est vraiment ce qui va nous différencier de certaines formes de psychothérapie, c'est-à-dire que je ne dirige pas l'analysant, hein, c'est pas à moi de dire ce qu'il doit dire, c'est pas voilà, je le laisse libre de parler. Donc ça, c'est un point qui est important, hein, c'est toujours donner cette liberté à l'analysant de dire ce qu'il veut dire. Il peut me parler de tout ce qu'il veut, il n'y a pas de limite. Et s'il me parle de quelque chose qui me paraît invraisemblable, je le laisse parler. Je ne le dirige pas. Je ne cherche pas à le ramener vers de la cohérence, par exemple. S'il commence à me parler d'extraterrestres venus sur Paris pour détrôner Anne Hidalgo, je n'ai pas à remettre ça en question, je n'ai pas à le rediriger vers plus de cohérence. Donc, on est dans une posture de non-directivité. Je laisse parler jusqu'au bout. Ensuite, il y a cette idée d'empathie, hein, mais c'est se mettre à la place de l'autre. Mais on peut aussi employer l'apathie, hein, qui était la technique de Freud. Hein, l'apathie, c'est-à-dire justement adopter la posture d'un chirurgien, c'est-à-dire rester froid avec le patient, ne pas montrer ses sentiments, ne pas montrer d'affect, et donc être une porte de prison. Ou bien la sympathie aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Vous avez bien compris que voilà, j'avais une prédilection pour le premier et le troisième terme. C'est vrai que l'apathie, bon, on n'utilise pas souvent comme technique. Bon, ensuite, authenticité et centration. Ce que j'appelle authenticité, effectivement, c'est le fait que l'analyste parle vrai. C'est-à-dire que on a une parole qui est authentique et qui assume le fait de dire des choses parfois qui sont dures. Hein, l'analyste assume ce rôle-là. Parfois, il a à dire des choses qui sont dures, qui peuvent être blessantes. Et ça, je sais que ce n'est pas simple, hein, généralement. Pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est une chose pas simple effectivement, de dire des choses qui sont difficiles à dire. Parce que soi-même, on a dit parfois, on n'a pas envie de les entendre soi-même. Donc, voilà à peu près, on fera peut-être une autre fois un débriefing sur chaque type de psychanalyse.
Bon, en attendant, je voulais juste vous présenter un petit peu ce canevas pour vous montrer un petit peu ce cap voilà, que j'ai dressé et dont je suis le seul responsable. Donc, si vous voulez dresser un procès, il faudra me l'adresser, hein, bien évidemment. Hein. Je ne suis que responsable, Stanislas n'y est pour rien. Hein. J'assume seul tout ce que je viens de dire. Je vous propose, vu qu'on a un peu de temps, moi je vous propose effectivement de poser des questions. Parce que je pense que vous avez des questions par rapport à cette formation, de la manière dont ça se passe, la manière dont effectivement on est en train de faire évoluer cette formation. Donc je vous invite vivement là ce soir à réfléchir et à me poser des questions hein, sur voilà, toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur la formation, mais aussi sur le métier de psychanalyste. Hein, effectivement, toutes les questions qui peuvent traverser, je dirais, votre, votre inconscient. Donc, je sais on pense tous à différentes problématiques. Je tiens aussi à préciser, que vous l'aurez compris, que la formation de l'analyse que je propose ici, ce n'est pas une formation scolaire. Parce que souvent, j'ai entendu l'année dernière des étonnements, parce que je pense que certains s'attendent à avoir des polycopiés, à avoir des résumés de cours, avoir effectivement, comment dire, c'est vrai que dans les cursus scolaires, il y a un accompagnement qu'on connaît tous. Ici, au niveau de la formation de l'APE, j'ai imaginé quelque chose qui est un peu différent et qui ressemble davantage à ce qu'on va trouver comme formation, par exemple, chez les moines. Pour moi, on est dans une vocation, on est dans quelque chose qui est assez intime puisque c'est avant tout un travail intime sur soi-même. Donc, c'est à partir de là qu'on va travailler. Et c'est pour ça que l'analyse personnelle, le travail que vous faites avec votre analyste, il est primordial. Puisque la théorie, vous allez d'abord l'élaborer sur vous-même. Donc, c'est pour ça que je vous mets en garde contre cette habitude qu'on a à vouloir se réfugier dans un livre scolaire, dans un manuel, et finalement de complètement comment dire, s'abandonner à ce manuel et à s'oublier soi-même. Puisque là, en l'occurrence, le travail difficile que je vous demande au niveau de cette formation, c'est toujours garder ce lien avec soi. C'est que tout ce qu'on va faire ensemble, il faut toujours faire le lien avec sa propre histoire, son propre inconscient. Allez-y, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'on puisse discuter ouvertement. Je suis là pour ça. Alors, hop. Alors que je regarde, oui. Alors, vous pouvez lever la main là, sur le côté, hein, si vous voulez. Alors oui, Pauline. Oui, moi j'ai une question sur l'organisation, du coup. Puisque, bon, d'accord, c'est un travail sur soi-même, j'ai bien compris, mais lorsque jeudi, on se réunira comme ça, est-ce qu'on a des thématiques quand même à travailler en amont ou on arrive et on aborde un sujet Alors, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de devoir, si c'est là la question. Il n'y a pas de devoir scolaire. Les jeudis, l'idée, c'est de pouvoir aborder différents corpus, on va dire, psychanalytiques, et de pouvoir les travailler avec un formateur. Puisque forcément, on va avoir des tonnes de questions, des tonnes d'interrogations, et le jeudi, c'est fait véritablement pour, quelque part, poser des questions et pouvoir se nourrir au niveau de la théorie, et de pouvoir poser des questions éventuellement sur les techniques de la psychanalyse. Donc, c'est le but. Mais le travail en amont, il se fait dans le cabinet de l'analyste. Ok, merci. Oui, Marjorie. Oui, bonsoir à tous. Petite question.
Vous précisiez en fait que c'était pas très scolaire, alors je peux comprendre, mais par contre, comment on va se rendre compte un jour quand un patient va rentrer dans notre cabinet, comment on va savoir faire si on est face à quelqu'un qui est dans un mécanisme de défense, autant de sublimation ou d'anticipation ou de répression, comment va-t-on savoir finalement déjà le reconnaître et comment pouvoir réagir par rapport à tout ça si en amont, on n'a pas étudié les mécanismes de défense et comment les interpréter, quoi. C'est ça le rôle justement important du superviseur et du contrôleur. Merci. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un patient, on va avoir forcément des difficultés parfois à appréhender, et ça, on l'a tous. On l'a tous. Du coup, c'est le contrôleur qui va pouvoir avoir ce rôle-là. C'est-à-dire que je vais raconter à mon superviseur, voilà, j'ai un patient, il me dit ça, voilà, et je raconte la séance. Et c'est le superviseur, du fait de son expérience, qui va vous transmettre finalement ce savoir-être et ce savoir-faire. C'est par ce biais-là. Parce que le problème des analystes qui se sont plongés dans les manuels de psychiatrie ou de psychologie, c'est que finalement, ils perdent le lien avec le contact, avec la relation humaine. Parce qu'ils sont on calque de la théorie sur une personne. On calque ce qu'il y a dit dans le bouquin sur la personne. Et du coup, on fait un travail qui est rationnel. Alors que la psychanalyse, c'est aussi un travail qui est très intuitif. Il marche beaucoup sur l'échange, sur la parole. C'est l'outil de l'analyse, c'est la parole. Et du coup, le rapport de confiance avec le superviseur, il est essentiel. Non, c'est très juste parce que pour avoir fait 2 ans de psycho, j'ai fui parce que de mettre des gens dans des cases en fonction d'un DSM, je ne pouvais plus, quoi. Je ne pouvais plus du tout, quoi. Mais oui, je comprends. Merci. Moi, je vais juste demander aux nouvelles de ce soir, Olga et Marie-Claude, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, une des deux qui peut parler. Marie-Claude, mettez le son peut-être. Bonsoir. Moi, je me sens bien. Je me sens bien parce que tout ce que j'entends me ravit. Je suis passée par un travail, j'ai déjà fait 2 tranches d'analyse, comme je vous le disais récemment. Et cette intuition dont vous venez de parler, ça me parle. C'est exactement ça. C'est dans le savoir-être de l'analyste. Il y a bien sûr, alors, je sais que vous n'aimez pas trop le mot dogme, mais je pense qu'il y a quand même la nécessité du cadre, d'une pratique. Mais oui, cette intuition, j'y crois et elle est importante, effectivement. C'est ce qui fait que on a ce lien qui peut se faire, en tout cas ce transfert, on le sait, le choix de l'analyste pour l'analysant, il est aussi de cet ordre-là pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose, voilà, on sent que c'est avec cette personne-là que ça va pouvoir se faire. Je crois que c'est dans les 2 sens. Donc ça me parle. Et puis cet intérêt qu'on peut avoir à plusieurs écoles, pour plusieurs écoles et pour d'analyse me plaît également parce qu'il faut, c'est vraiment très très dangereux de s'enfermer et ça me plaît beaucoup. Je pense que on doit toujours être dans une réflexion, dans une recherche. Il ne faut pas s'arrêter. Effectivement, les choses évoluent avec la société, on le voit dernièrement. Donc, oui, pour l'instant, ce que j'entends me plaît. Je me sens bien. Merci Marie-Claude. Olga, qu'est-ce que vous pensez de votre première soirée? Je me sens très, très bien. Voilà, je suis très contente d'être là ce soir.
Je repense à comment j'ai cherché votre association, pour quelles raisons, et en écoutant, j'ai compris beaucoup de choses sur moi et pourquoi je suis là. Par exemple, c'est très proche cette idée d'intégration différents types d'analyses. Parce que les derniers 6 mois, je me posais les questions sur lesquelles type je travaille. C'est un jungien ou d'autres. Et même, je disais les phrases, peut-être je pense comme Freud, je parle comme Jung. Les choses comme ça commençaient à mélanger dans ma tête. Et j'ai compris et j'ai senti que je suis sur la bonne adresse parce que ça me permettra de trouver ce que je veux dans un axe sur lequel je voudrais travailler parce que je ne vois pas me travailler seulement sur Jungien, par exemple, ou d'autres choses. Ça m'intéresse cette intégration et je pense que c'est aussi sur notre époque, le temps qu'en ce moment, c'est très actuel. Je peux dire ça en français, vous comprenez, oui, ce que je veux dire. C'est dans notre temps, cette intégration, c'est juste bon moment. Oui, pour notre mental, social, etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Tout à Ça, fait, oui. oui. Ça, c'est une idée plus générale que je trouvais. Et je me sentis bien, un peu, comment on dit en français, en relax. Intéressant, c'était intéressant. Voilà. Merci, Olga. Merci, Olga. Et dans les récentes aussi, Sana, comment ça, vous avez appréhendé cette soirée, Sana? Allô, allô, Sana? Oui, alors, Ouais. oui, donc, comment je trouve cette, aujourd'hui, Oui, cette présentation? oui, Oui, je le trouve très, très intéressant. C'est vrai que ça, c'est peut-être les premières fois qu'on a on a eu comment ça s'appelle, PowerPoint ou quelque chose. On a déjà eu avant, mais là, c'est quelque chose, oui, on voit bien que justement, là, on a pensé nous donner un peu l'idée de nos études. Qu'est-ce qu'on va pas peut-être apprendre, mais avoir avec vous quand on vous a choisi comme les formateurs. Et jusqu'au maintenant, je ne suis pas été longtemps, mais je suis très, très content pour vous, Stanislas, comme une analyste, et pour vous tous, pour les façons comment vous nous apprenez. Et justement, c'est vrai que j'ai un peu regardé les autres. Il y a les fédérations, il y a beaucoup d'associations, il y a même l'école privée. Donc, je les ai regardées. Mais c'est vrai que souvent, la formation, c'est plutôt ciblé dans une, comme Freud, psychanalyse freudienne. Et là, toutes les autres qui sont les Lacan, Nassio, Dolto, comme vous avez dit, et beaucoup plus moins des autres. Et là, j'aime bien cette ouverture de tout. Et j'aime bien que je n'ai pas besoin de choisir lequel je préfère. Mais c'est un long chemin pour qu'on les intègre ou comme ça. Mais on verra. Ça va aller. Merci. Je peux fermer le micro? Merci, Sana. De rien. N'hésitez pas à parler, à dire quelque chose. Je vois un léger sourire qui flotte sur Isabelle Bidot, qui veut peut-être dire quelque chose.
Oui, bonsoir à tous. Ce que je voulais dire surtout, c'est que toutes les questions que j'ai pu me poser, parce que là, ça fait 6 mois, donc il y a déjà un petit recul, mais étaient bien sûr en lien avec mon appréhension et mes appréhensions en général, donc que j'ai pu finalement découvrir au fur et à mesure. Je me posais beaucoup de questions par rapport à la formation et puis j'avais les réponses systématiquement en séance après, à chaque fois. Donc j'ai vraiment fait le lien de toutes les difficultés d'approche de cette formation avec mes difficultés à moi, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce qui prouve bien qu'effectivement, l'analyse est vraiment la clé et le point essentiel, quoi. Et curieusement aussi, c'est que la documentation ou tout ce qui a pu se faire venait aussi, curieusement, ou bon, c'est bien que c'est pas un hasard, mais bon, venait et tombait à point aussi pour expliquer ou en tout cas, voilà, venir compléter tout le questionnement et tout ça, quoi. C'est vraiment un tout. Enfin, c'était ça. C'était surtout par rapport à l'approche, en fait, hein, aussi bien de la formation que dans l'analyse, quoi. Voilà, c'est l'expérience que j'ai pu faire. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Oui, Anne lève le bras. Anne, allez-y. Anne Séclis. Il faut mettre le son, Anne, parce qu'on ne vous entend pas. Ça va là? Oui, ça va, Anne. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans justement cette liberté qui nous est laissée, c'est que dans cette liberté, en parallèle avec le travail qu'on fait d'analyse avec nos psychanalystes, il y a un travail d'authenticité, c'est-à-dire qu'on fait un chemin aussi sur quel analyste on sera aussi par rapport à nos... on se cherche, on est aussi en recherche dans notre travail personnel. Pas le travail de soi, ça on le fait avec vous et on le fait aussi chacun, mais aussi dans le travail de lecture par exemple, ou d'analyse, de réflexion, le travail, on va dire, de la matière. Et ça, c'est génial parce que du coup, on suit quand même on se construit comme ça par rapport à ce qui nous plaît, à nos tendances. Il y en a, ça va être plus la philo, d'autres, ils vont peut-être être plus dans la psychanalyse pure avec les... Enfin, vous voyez, c'est un peu une liberté qui nous laisse notre autonomie. Et donc, en faisant ça, on fait un chemin aussi. Donc, c'est intéressant. Je trouve que ça va bien. Voilà. Merci Anne. Merci Anne. Effectivement, c'est ce que j'avais imaginé. C'est que, contrairement à ce que j'ai pu côtoyer auparavant, où on m'impose finalement un modèle, et c'est le même modèle pour tous les élèves, j'ai pensé l'idée qu'il serait plus intéressant de partir de l'élève et ensemble de construire le modèle approprié à l'élève. Et du coup, c'est ce qui va aussi vous paraître un peu déroutant, mais chacun d'entre vous, vous allez avoir finalement votre propre modèle formatif. Vous allez tous avoir finalement un modèle différent parce que vous allez travailler avec votre analyste. Donc, vous allez tous avoir en fin de compte un parcours très différent les uns des autres. Ce qui peut aussi choquer puisque habituellement, quand on est dans une école, on a tous le même parcours. Enfin, en tout cas, on est censé avoir le même type de formation, les mêmes examens, etc. et tout pareil. Et là, pour le coup, c'est vrai que la formation, elle va être personnalisée, si vous voulez. Elle prend racine à partir du travail que vous faites sur votre inconscient. Et l'analyste, et notamment ce que j'ai appelé l'analyste sophistique, parce que c'est vraiment le propre de cette analyse sophistique, qui est l'analyse didactique que j'ai réimaginée, que je redéfinis à partir de cette idée-là, de partir du travail qui a été fait au niveau personnel et à partir de là, de pouvoir accompagner l'analysant vers la personnalité clinique qu'il désire être. Et c'est ensemble qu'on va construire cette personnalité clinique et vous allez tous avoir une personnalité clinique différente. Certains auront peut-être une approche empathique, mais d'autres auront peut-être une approche apathique. Certains feront des séances courtes.
D'autres feront des séances plus longues. Et ça, c'est à vous vraiment de définir ce modèle-là avec votre analyste. Ce n'est pas à l'APE de définir le même modèle pour tout le monde. Si vous voulez, il y a un canevas qui est un peu général, sur lequel vous pouvez tous vous appuyer, mais ce canevas permet d'accueillir le modèle clinique que vous allez créer avec votre analyste. Et de toute façon, qui part de vous, avant tout. Et c'est pareil pour plein de questions, on peut en discuter. Concernant aussi, c'est important d'en parler, hein, tout ce qui est les questions financières, les questions juridiques. Est-ce que je me crée une micro-entreprise? Au niveau de, est-ce que je loue un local? Est-ce que je fais de la colocation? Est-ce que je loue chez moi? Je fais le cabinet chez moi? Il y a toutes ces questions-là aussi qui sont essentielles. Il y a aussi tout, si vous voulez, l'aspect matériel, notamment aussi combien j'ai envie de gagner dans la pratique. Parce qu'il faut aussi parler de l'argent. Vous savez que l'argent n'est pas censé être un tabou en analyse, il faut pouvoir en parler. Et ça aussi, c'est à chacun de pouvoir travailler là-dessus, c'est-à-dire comment moi je conçois l'argent. Hein. Chacun a une conception de l'argent par rapport à vos convictions politiques, par rapport à votre éducation. Hein, comme je dis, moi j'ai été éduqué dans un milieu communiste, alors forcément, dans ma famille, on n'était pas très, comment dire, on était assez agressif envers les banquiers, envers les capitalistes. Hein. Mon grand-père avait la dent dure vis-à-vis des capitalistes, donc il ne fallait surtout pas parler de banquiers à la maison. Donc, forcément, on a une histoire aussi hein, par rapport à l'argent. On peut avoir une culpabilité pour ceux qui peut-être ont une éducation un peu plus chrétienne. On peut culpabiliser par rapport à l'argent. Et encore une fois, l'argent, en plus, tel qu'il est utilisé en France, il dépend aussi d'une conception idéologique, hein, puisque en France, on est aussi dans un principe de réalité. Ce principe de réalité, qu'est-ce qu'il nous dit? La France est un pays libéral. Donc, on fonctionne avec certains codes éthiques. Alors, le problème, c'est que je peux me sentir en déconnexion avec ce cadre éthique. Et puis, il y a des gens qui sont très à l'aise et qui, l'éthique bancaire, eh bien, ça fait partie d'eux. Et du coup, ils ont compris l'idée que on peut faire travailler l'argent. Donc, vous voyez, il y a différentes questions. Et moi, j'ai rencontré dans mon parcours, il y a des psychanalystes communistes, marxistes, il y a des psychanalystes plutôt conservateurs, très à droite, voilà, qui font beaucoup d'argent. Hein, des psychanalystes qui touchent à peu près 15 000 euros par mois. Et puis, il y a des analystes qui touchent 500 euros par mois. Donc, vous voyez, il y a une diversité. Je crois que c'est important aussi de parler, de soulever ces tabous-là, parce que c'est vrai que dans les cercles freudo-lacaniens, mine de rien, on pouvait en parler de manière théorique, mais les analystes ne se mouillaient pas pour dire combien ils gagnaient, et comment ils géraient leur portefeuille, leur cabinet, etc. Hein. C'est vrai que ça restait quand même assez tabou. Hein. La plupart de ceux que j'ai connus et qui m'ont formé ne m'en parlaient jamais. Hein. Donc, moi, je sais que je travaille chez moi. Voilà. Je reçois chez moi. Pour rebondir sur une question de Pauline, quand on envoie le mail chaque semaine, il y a quand même un thème, Pauline. Donc, quelques jours avant, vous savez plus ou moins de ce qu'on va parler. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Donc, il y a certains élèves qui préparent des questions et d'autres qui arrivent comme ça en écoutant. Donc, c'est au choix de chacun, c'est comme vient de dire Frédéric, chacun, mais en général, le thème est toujours dit, et chaque troisième jeudi, on invite un écrivain ou quelqu'un, et pareil, on dit le titre du livre, le résumé, on sait à peu près de quoi nous allons parler. Mais il n'y a évidemment aucune obligation de préparation. Oui, aucune. Natacha. Oui, j'avais une question par rapport quand on est novice dans le langage psychanalytique, est-ce qu'il y aura quelque chose qui nous sera proposé de type lexique ou voilà, expliciter certains mots ou certains termes récurrents utilisés, par exemple, entre psychanalystes, et ce que je constate et je suppose que le dialogue n'est pas le même avec
l'analysant ou entre psychanalystes quand on dialogue sur des thèmes où on a le même niveau de connaissance, par exemple. Ça, effectivement, ça pourra faire office d'une intervention au niveau du groupe clinique. Donc, dans les interventions, vous comprenez bien qu'on va justement aborder autant la théorie que le terrain clinique. Et donc là, effectivement, c'est une question importante, c'est effectivement le langage de l'analyste. Finalement, comment je parle à l'analysant et effectivement, selon les situations. Donc, moi, bien sûr, si je vous parle de ma clinique, de ma pratique clinique, ça sera c'est assez simple. C'est que moi, je pars du constat qu'il faut s'adapter à l'analysant. Donc, si j'ai un jeune en face de moi, un jeune de 15 ans qui parle en verlan, qui a un langage plutôt de banlieusard, je vais chercher à m'adapter, à effectivement imiter son langage et à utiliser des mots assez similaires en disant nique ta mère, etc. Et je vais employer ce langage-là. Donc, afin effectivement de favoriser le transfert. Donc, j'ai souvent tendance à utiliser, c'est une technique d'approche qui est finalement d'imiter le langage de l'analysant. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille. Après, j'ai des collègues qui travaillent différemment, qui conservent leur langage. Par exemple, j'ai un langage un peu châtié, un peu scientifique. Eh bien, il y a des analystes qui gardent ce langage-là, quel que soit l'analysant en face. Donc, après, moi, ma réflexion, c'est que finalement, ça va attirer un type de patientèle et il y a tout un ensemble de patients qui vont être mis de côté parce qu'un gamin de banlieue, il ne supportera pas le langage scientifique d'un analyste. Ça, je suis catégorique là-dessus. Je pense qu'un jeune, forcément, il a besoin de se sentir en confiance et ça, je l'ai expérimenté et la meilleure façon, c'est… moi, mon professeur de sociologie, Michel Maffezoli, me disait souvent il faut sentir l'odeur de la meute pour pouvoir montrer qu'on appartient au même groupe. Et je crois que ça… Voilà, en tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je prendrais cette question du langage de l'analyste. Voilà, en tout cas, je pense que ça mérite, et vous le faites bien de le souligner, ça mérite effectivement qu'on fasse une soirée dédicacée en tout cas à cette question du langage de l'analyste. Et pour te rassurer, Natacha, lorsqu'on parle tous les deux avec Frédéric, on se parle tout à fait normalement avec des mots tout à fait normaux quand même. Oui. Marie-Claude avait levé la main. Oui. Vous m'entendez? Je ne sais plus. Oui, on vous entend. Oui, voilà. Pour rebondir sur le thème de l'argent tout à l'heure, c'est une discussion que j'ai eue récemment avec quelqu'un qui pratique, qui est déjà analyste, et on discutait de… Est-ce qu'on peut appeler ça un métier, en fait? Être analyste. Est-ce que c'est un métier? Dans le sens, est-ce qu'on doit s'affranchir de considérations totalement pécuniaires, à savoir est-ce qu'il faut vraiment veiller à être indépendant pour pouvoir faire ce métier, si on considère que c'est un métier? Alors, je m'explique, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit pouvoir être libre de choisir ou pas un patient par rapport au fait de payer des factures ou non, de pouvoir payer ses factures ou non? C'était par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui continuent à avoir une activité professionnelle en parallèle. Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. Chacun est libre de construire donc son parcours analytique. Et donc, effectivement, certains vont le vivre comme un métier. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon métier, je gagne tant, et à côté, le soir, quand je rentre chez moi, je suis psychanalyste, je m'occupe de mes enfants, de ma femme, et je ne parle plus de psychanalyse. Donc, il y a des psychanalystes qui fonctionnent comme ça. Il y a des psychanalystes comme moi où c'est une vocation. Donc, je suis psychanalyste le matin, le midi, le soir, la nuit. Donc, je me lève le matin, j'écris mes rêves, je suis tout le temps dans ce travail-là. Donc, je consacre ma vie à la psychanalyse. Donc, ça, c'est mon choix personnel.
Ensuite, il y a des personnes qui peuvent effectivement concilier différents métiers. Donc, ça aussi, c'est possible, hein. Il fut un temps où je conciliais les deux, où voilà, j'avais une activité dans une municipalité. J'ai des collègues qui sont professeurs et psychanalystes. Enfin, voilà, tout est possible, hein. Il y a pas de limite, hein. Après, c'est encore une fois, c'est à chacun d'imaginer, de concevoir comment j'ai envie d'exercer la psychanalyse. Il y a des personnes aussi qui exercent la psychanalyse, comment dire, en dehors de leur vie professionnelle. C'est-à-dire que j'ai rencontré aussi des gens qui sont formés et qui sont managers pour des entreprises et en fait qui voilà, utilisent la psychanalyse dans leur métier de manager. Donc ça aussi, ça se fait beaucoup. Donc vraiment, il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a vraiment, on peut inventer, hein, des façons de professionnaliser la psychanalyse. Donc, en gros, on peut la professionnaliser ou non, on peut la semi-professionnaliser. C'est libre à chacun. Vraiment, ça, effectivement, c'est pour ça que les cas se proposent, hein. On m'a déjà posé la question. Moi, j'ai envie, voilà, j'ai envie de travailler, d'ouvrir un cabinet, mais je ne veux travailler qu'une journée par semaine. Et je veux à côté, je veux garder un autre emploi. C'est tout à fait possible. Donc là-dessus, je dirais, on peut tout imaginer, hein. Il n'y a pas de limite. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit véritablement un métier. Ça doit d'abord être une vocation. Ça peut être une vocation d'abord, ça peut être un métier pour certains et effectivement, ça va dépendre vraiment de votre parcours et voilà, du lien que vous avez avec la psychanalyse, hein, puisque certains, effectivement, voilà, certains prennent la psychanalyse comme un hobby. Ce n'est pas interdit aussi. Ah, bon, bah voilà, je fais de la psychanalyse comme je ferais du football, en amateur, en loisir. Donc, on peut vraiment vivre, éprouver la psychanalyse de beaucoup de manières différentes. Et ça, nous, au niveau… Je pense qu'on reviendra sur ces thèmes-là. On vous laisse cette liberté-là. C'est-à-dire on n'a pas à imposer un modèle, à vous dire vous devez tous épouser la vocation et vous devez rentrer dans les ordres. Enfin, chacun est libre. Non, mais est-ce que ça peut pas être dangereux, c'est ça, je veux dire. C'est-à-dire de ne dépendre que de ça, d'un point de vue financier. Ça dépend. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer le fait que ça va… c'est nécessairement quelque chose qui va nous coûter, à tous les sens du terme déjà, et puis ne pas espérer en vivre… Enfin, c'est vraiment, moi, c'est une question qui se pose. Alors, pas forcément pour moi, mais d'une manière générale, je me dis que ça peut être dangereux d'avoir affaire à quelqu'un qui veut en vivre rapidement, c'est ça que je veux dire, qui va en faire un commerce. D'où l'importance de travailler les résistances avec l'analyste. C'est pour ça que c'est important de les travailler. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans cette situation de fantasmer la profession, vouloir tout de suite gagner de l'argent, et on met la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est la névrose qui parle. Dans tous les cas, la névrose, elle va parler. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, la névrose, elle parle. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur le fait d'être accompagné par un superviseur ou par un formateur. Parce que ça se travaille. Et on n'y échappe pas, hein. De toute façon, on a forcément des démons, hein, par rapport, enfin, en tout cas, on a des peurs. On a tous des peurs, hein. Moi aussi, j'étais le premier à avoir des peurs quand j'ai commencé, peur de ne pas y arriver, peur de me planter, peur de ne pas avoir de patient. Enfin, voilà, là-dessus, l'être humain ne manque pas de peur. D'où l'importance de pouvoir le travailler, hein, de pouvoir travailler ses peurs. Et au bout du compte, voilà, moi je peux juste vous témoigner de mon parcours et du fait qu'aujourd'hui, effectivement, je suis plutôt aujourd'hui serein. L'expérience montre qu'aujourd'hui, je suis serein et que moi, j'ai plus ces peurs de manquer, etc. Voilà, j'ai fait ce travail-là. Après, qui
qui est propre à moi, à mon parcours. Mais aujourd'hui, je suis plutôt assez serein et effectivement assez, assez détaché de ces problématiques-là. Donc le travail paye. Hein. Dans tous les cas, l'analyse, quand elle est bien faite, elle donne des résultats. Et j'estime que effectivement, c'est ce dont j'essaye de témoigner par rapport à mon parcours. Et c'est pour ça aussi que les 3 ans de l'APE, après avoir bien calculé tous ensemble, sont vraiment nécessaires et ça fait un programme assez complet pour les personnes qui mettent toute leur force, leur volonté, leur passion. Voilà, et encore une fois, ces 3 ans, c'est à titre indicatif, parce que c'est pareil, chacun est libre aussi de prendre le temps. Hein. Je sais que certains ont un travail à côté, donc ils m'ont demandé de faire ça sur plusieurs années, donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un impératif catégorique. Hein. Moi-même, j'ai mis au moins une dizaine d'années avant de me lancer dans l'aventure. Donc, il faut respecter aussi le temps de son désir, hein, et le temps du travail. Donc, vous allez tous avoir un parcours différent. On a connu des élèves qui étaient très doués et voilà, ça a été assez naturel. Voilà, ils avaient des qualités qui étaient là, un parcours de vie qui était là et ça s'est fait assez simplement, assez naturellement. Vraiment, ils ont fait 3 ans, etc. Et ça s'est très, très bien passé. Et puis d'autres qui ont eu des difficultés à se lancer, qui ont laissé traîner, et puis certains ont abandonné. Et puis certains de ceux qui ont abandonné sont revenus. Donc vous voyez, il n'y a pas de, c'est pas automatique, hein, c'est ça que je veux dire. Hein, chacun doit respecter sa propre temporalité. Et nous, notre but, c'est pas de vous imposer un modèle, c'est pas de vous dire c'est comme ça que ça doit se passer. Nous, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner et essayer de faire en sorte que vous puissiez aller au bout de votre désir d'être analyste. Donc, on n'est pas là pour vous casser, hein, on est là véritablement pour vous aider à être vraiment bien avec votre inconscient d'abord, de bien effectivement comprendre, parce que c'est encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment comprendre votre inconscient. Et une fois que vous avez bien compris votre inconscient, effectivement, on peut essayer de comprendre quelle est la meilleure façon de réaliser ce désir d'être analyste, selon la meilleure forme qui vous conviendra. Et ça, on le fait ensemble. Et chacun va réaliser ce projet d'une manière qui est tout à fait personnelle. Alors, si vous n'avez plus rien peut-être à ajouter, Tristan. Non, et c'est qui bougeait les mains. Ah bon, Tristan mange, c'est pour ça, il est en train de… Voilà. Moi, je voulais dire aux nouveaux élèves qu'entre les élèves, il y a eu un livre qui a été choisi et on va traiter le dernier jeudi donc, de septembre. On va traiter, normalement, presque tout le monde a lu le livre de Freud, La question de l'analyse profane. Ceux qui ne l'ont pas lu encore, donc vous avez tout le mois de septembre, presque, et on traitera de ce livre le dernier jeudi de septembre. Donc, la question de l'analyse profane de Freud. Et je voulais revenir aussi sur la semaine prochaine, où on a donc le colloque de l'APE le 11 et le 12. On va vous envoyer un mail à tout le monde pour savoir ceux qui viennent et surtout ceux qui veulent déjeuner, les repas de midi, où ça sera des repas confectionnés d'une main de maître par Aurélie, des repas très très bons, et pour la modique somme de 10 €. Parce qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, pour le colloque, le fait de sortir, de s'arrêter, d'aller au restaurant, d'attendre dans le restaurant, de revenir, etc., faisait perdre un temps fou. L'énergie qu'on avait tous entre nous, il fallait recommencer en début d'après-midi. Donc, le lieu est assez magique. Vous verrez que on voit tout Paris. C'est un endroit très agréable et ça sera beaucoup plus convivial et agréable de déjeuner tous ensemble. Donc, il faut vous inscrire pour le déjeuner pour qu'on sache vraiment combien il y a de personnes. Les personnes allergiques, ça serait bien de nous le dire aussi. Et ça sera
inscrivez-vous surtout pour les déjeuners. On a besoin de savoir. Et puis, c'était tout. Voilà. Ok. Natacha, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais poser une question, savoir si parfois en groupe clinique, il y aura éventuellement des exemples de cas cliniques et comment ça a été traité, par exemple, avec telle technique ou telle stratégie ou telle… Ça, Voilà. c'est prévu qu'on fasse des séances de clinique. On verra ça dans l'année. Hein. Ça, D'accord, effectivement, ça sera prévu. merci. Voilà. Ok, bon, bah, écoutez, sur ce, eh bien, bonne soirée. Et je vous dis donc à tous et à toutes à la semaine prochaine. Au colloque, mais jeudi prochain, il n'y aura pas de jeudi soir parce qu'il y a le colloque qui suit tout de suite. On avait décidé que c'était trop proche du samedi-dimanche. Donc, jeudi prochain, il faudra attendre le colloque où certains intervenants, nous allons les enregistrer et on va faire comme d'habitude où vous pourrez poser des questions par écrit. Vous voyez en bas de l'écran, il y a converser et ce sera des questions par écrit. Donc, pendant le colloque où certains intervenants, on va réfléchir comment on va procéder, parce qu'on ne peut pas, vous vous doutez qu'on ne peut pas enregistrer 24 heures de colloque, 48 heures même, donc ça sera certain en fonction, voilà, on va Il réfléchir. n'y aura pas un système de Zoom, par exemple, en live Si, tout à fait, mais on ne peut pas faire Zoom. Le Zoom bloque au bout de certaines heures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du Zoom en non-stop, voilà. Ouais. Donc, on est obligé de, par parcimonie, essayer de… Il faut qu'on voit avec notre webmaster et techniquement comment on peut faire. Voilà. Ce n'est pas trop ma partie, je ne peux pas trop m'avancer en disant comment on va procéder, mais il y aura toujours une solution, il n'y a jamais de problème. Ah, Anne, tu voulais rajouter quelque chose? Toi, Frédéric, tu reprends quand les lectures le lundi? Alors après le festival, là, parce que là on va préparer le festival, donc on est un peu booké. Mais après je reprendrai les lectures hein, à la fin septembre. Hein, on reprendra ça. Juste dernièrement, par rapport à l'application Discord, je voulais faire aussi un point avec vous, ce que vous en pensiez. Parce qu'apparemment certains voilà, sont pas forcément satisfaits de l'application. Donc je rappelle, on avait utilisé le WhatsApp. Bon, apparemment, ça avait posé quelques problèmes. On est passé sur une application qui s'appelle Discord, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, encore une fois, c'était expérimental. Hein, donc, il n'y a pas d'obligation. Hein, c'est selon effectivement ce qui vous conviendrait le mieux. L'objectif, c'était de favoriser la communication entre les élèves, hein, dans le groupe clinique. Donc, de trouver un moyen de créer plus de liens entre les élèves. Donc, je sais pas, Nadia. Anne, comment vous en pensez? Parce que vous étiez un peu avec Nadia responsable de ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? On arrête tout, on trouve un autre système, on revient à WhatsApp. Même Nadia, vous pouvez parler aussi, savoir exactement ce qu'on peut faire exactement. Parce qu'il y a des élèves qui sont tristes sur Discord, on leur a pas répondu, c'est pas assez interactif. D'autres, ça leur plaît pas, c'est compliqué. Alors, c'est quoi la finalité du groupe d'élèves? Comment on peut… Est-ce qu'il y a une solution, pas de solution? Que pouvons-nous faire? Sincèrement, je ne sais pas du tout, puisque pour ma part, s'il n'y a pas d'interaction, je n'ai pas grand-chose à aller dire ou faire. Voilà. Après, s'il y a des questions, je pense que beaucoup ont mon numéro de téléphone, donc je peux répondre, il n'y a pas de problème. Après, sur Discord, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. D'accord. Et Anne, une réaction? Anne Cyclis? Oui, alors moi, je vous avoue que j'ai été voir de temps en temps, mais c'est vrai que août, j'ai fait un peu… j'ai été très occupée, je ne me suis pas du tout… j'ai lu les discussions, j'ai regardé un peu, mais je n'ai pas participé
et voilà. Donc peut-être qu'en septembre, là par exemple, je vois qu'il y a des échanges qui se font entre. Ça semble être intéressant quand même pour certaines personnes qui trouvent. Alors après, je ne sais pas. Et peut-être qu'il faudrait faire une réunion entre nous, entre élèves, je ne sais pas. Mais ce que tout le monde peut faire, c'est que tout le monde peut écrire à secrétariat APE quand vous avez des doutes, des questions. Et je suis le secrétaire, donc secrétariat APE sur Gmail. Et puis, je referai remonter l'information pour les personnes qui n'aiment ni WhatsApp ni Discord. Il y a toujours une solution quand vous êtes en questionnement. Voilà. On ne vous laisse pas tomber. Oui. Après, ce qui a l'air intéressant, c'est l'échange de lecture, l'échange, on va dire, intellectuel et de stimulation. Voilà. Je pense que c'était un peu ça aussi le but, non? Tout à fait. Tout à fait. C'est quand même. Après, le but de Discord, c'était aussi de classifier, en fait, parce que Discord, c'est ce qui permet par rapport à WhatsApp, en fait. Sur WhatsApp, c'était tout à la file. Oui. En fait, c'était ça. clair, moi, je trouve Discord. Voilà. Et du coup, WhatsApp, en fait, on a plus de. Je dirais, Discord, il faut penser à y aller, par contre. WhatsApp, on avait tout le temps le signalement. Mais du coup, ça faisait trop de signalements, en fait, parce qu'on est assez nombreux. Et voilà. Mais du coup, Discord est plus discret pour le quotidien. Ça sonne moins souvent, mais il faut penser à y aller. Ouais. Bon, on va réfléchir à tout ça. On va essayer de trouver une alternative qui pourra répondre à tout à chacun. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et on se retrouve, pour ceux et celles qui seront présents, on se retrouve au Festival Psy, donc les 11 et 12 septembre. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire et aussi de vous inscrire au repas. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Très vite.